Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, rescapée du burn-out, experte en alignement et fondatrice de Pourquoi pas moi. Dans ce podcast, tu découvriras des témoignages authentiques, sans coupe, de celles et ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Pourquoi pas moi, c'est aussi le bilan de compétences et de besoins, le raccourci pour t'aligner avec tes besoins, comme mes invités. Une véritable méthodologie finançable avec ton CPF qui a reçu le premier prix du magazine Psychologie. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un homme brillant avec une grande humilité. Hervé a grandi dans une famille modeste en banlieue parisienne. Depuis son enfance, il rêve de faire des grandes choses. Son chemin vers l'alignement s'est construit en 4 temps. Il débute sa carrière dans un cabinet de conseil, puis à tout juste 31 ans, il est propulsé directeur marketing et commercial chez Carlson Wagonlit Travel. Ce virage sera une véritable claque pour celui à qui tout réussissait jusque-là. Il y apprendra l'humilité et l'importance de laisser de la place au doute. Hervé, c'est aussi l'homme qui a fait décoller le Ponant. Sous sa direction, l'entreprise est passée de 60 millions à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 10 ans. Mais malgré le succès, un ego bien flatté et une zone de confort bien installée, il sent qu'il lui manque encore une pièce du puzzle. À peine 50 ans, il franchit une nouvelle étape pour s'aligner pleinement, devenir entrepreneur. Aujourd'hui, il est à la tête de Catlante Catamaran. Je ne vous en dis pas plus. Je te souhaite la bienvenue dans l'univers d'Hervé Belaïch. Bonjour Hervé. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir. Mais c'était quand même assez compliqué comme question. Alors c'est la seule question que j'ai reçue de ta part. Tu n'as rien dévoilé de notre interview. Et donc, comme je suis un bon élève, tu m'as posé une question, de venir avec un objet. Et donc, je suis venu avec un objet, sachant qu'encore une fois, c'est compliqué pour moi parce que je suis plutôt minimaliste. J'aime pas trop les objets. Et donc, j'ai choisi une voile. Une voile parce que je trouve qu'elle me caractérise assez bien. J'avance assez peu avec la force. Je m'adapte, je m'ajuste, je capte les signaux et puis j'essaye de faire avec. J'ai compris en fait, par la force des choses, qu'il y a des choses dans la vie qu'on contrôle. Il y a des choses dans la vie qu'on ne contrôle pas, comme une voile. On ne contrôle pas la force des vents, on ne contrôle pas la direction des vents, mais par contre, on peut s'adapter à ça. Et ça ne sert à rien d'essayer de lutter à essayer de contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas les contrôler, point. Donc ça, c'est un premier sujet. La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi la voile, c'est que ça représente la force tranquille. Et c'était un message que me faisait passer mon père, qui est décédé en août 2024. Et je trouvais que c'était un bel hommage à lui. Et puis évidemment, la voile, parce que c'est ma nouvelle activité depuis 1 an et demi chez Catlante Catamaran, qui est une société qui organise des croisières en catamaran, donc à voile. On va en parler parce que du coup, la mer est arrivée à toi dans ta vie il y a quelques années maintenant, mais c'était pas ton parcours initial. Effectivement, je suis un terrien. Est-ce que tu pourrais nous parler tout d'abord de là où est-ce que tu as grandi? Oui. J'ai grandi à Montreuil-sous-Bois, donc en banlieue parisienne, et d'une famille qui avait migré une quinzaine d'années avant en France, qui était, mon père est né en Tunisie, ma mère est née en Tunisie également, et ils ont émigré dans les années 60. Moi, je suis né en 1975, et donc très terrien, pas du tout d'accès à la mer par rapport à ce qu'on vient de se dire là, pas d'histoire maritime particulière. Et donc j'ai grandi à Montreuil-sous-Bois dans une famille plutôt modeste, donc finalement d'émigrés, et avec une volonté assez farouche de me sortir de cet environnement social. Et donc j'ai tout fait pour travailler dur, pour essayer de m'en sortir, sachant que j'avais peut-être un peu plus de chance que d'autres camarades de Montreuil. Donc il y a une question de volonté, mais il y a aussi une question aussi de chance. Et tes parents, ils faisaient quoi comme travail? Mon père était dessinateur. Il a appris sur le tas, dessinateur industriel et de maison.
il a appris sur le tas. Puis ensuite, il est tombé au chômage à 49 ans, pendant 2-3 ans. Et ensuite, il a trouvé un travail au département du Val-de-Marne. Et il était fonctionnaire en charge des bâtiments lorsqu'il y avait des fissures, des dégâts des eaux, etc. Et ma mère n'a jamais travaillé avant mes 7 ans. Et comme mon père est tombé au chômage, elle a ouvert un magasin d'habits à Montreuil, du prêt-à-porter féminin. Et donc j'ai été. Du coup, elle s'est lancée. Elle s'est lancée Waouh. exactement. Mais un peu parce qu'elle n'avait pas le choix, parce que mon père était au chômage, c'était le seul revenu de la famille. Et donc, ils se sont lancés dans un petit magasin qui faisait 13 mètres carrés. Oui, mais bon, il fallait quand même investir. C'était hyper courageux. Exactement. Mais au bord du gouffre, ils étaient obligés de le faire. Ouais. Donc, ils l'ont fait. Et puis, ma mère a gardé le magasin assez longtemps. Et là, elle a 75 ans et elle travaille encore. Pas dans ce magasin-là, puisqu'elle a décidé de le vendre, mais elle est toujours vendeuse. D'accord. Parce que c'est ce qu'elle aime et c'est ce qui l'anime. Qu'est-ce que tu retiens du coup du parcours professionnel de tes parents ? Je retiens une volonté d'équilibre entre la vie de famille et le travail. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des acharnés de travail. Je ne sais pas si le terme est bien choisi. Ils passaient beaucoup de temps avec nous. Je me rappelle mon père qui rentrait relativement tôt du travail lorsqu'il était fonctionnaire au département du Val-de-Marne, et on passait beaucoup de temps ensemble. Donc voilà, je retiens des gens pour qui le travail est accessoire, fait partie de la vie, mais n'est pas la vie. D'ailleurs, c'est un message que m'a fait passer ma mère assez vite lorsque j'étais petit et que je stressais parce qu'on avait un contrôle de maths et que j'avais, 8 ans, 9 ans. Elle me dit, c'est pas grave. Il faut pas réussir dans la vie, il faut réussir ta vie. Et ça m'est resté en tête. Et donc voilà, et aujourd'hui, je pense avoir cet ADN-là que j'essaye de faire aussi transparaître à mes enfants et à tout mon environnement, y compris salarial. C'est une question que je pose à tous mes invités du podcast, mais normalement à la fin, mais je vais l'avancer. C'est quoi pour toi la réussite ? Je pense que, donc, comme je l'ai dit, c'est évidemment pas la réussite professionnelle, évidemment pas la réussite sociale non plus. Je pense que c'est de se dire à la fin de sa vie qu'on ne regrette rien et qu'on a eu cette vie justement équilibrée. On a vécu des belles choses et on laisse une trace. Et laisser une trace, ça se fait beaucoup. En tout cas, ça c'est mon leitmotiv principal dans les relations. Laisser une bonne image dans son environnement professionnel parce que vous êtes sérieux et parce que vous faites ce que vous dites ce que vous faites et vous êtes correct. Et voilà. Et donc ça, c'est ce que j'ai toujours vécu et voulu faire dans mon environnement professionnel. Je me suis jamais resté très très longtemps fâché avec quelqu'un professionnellement. Et puis c'est pareil dans la vie personnelle. Et je pense que c'est de garder ces liens, de garder une trace positive et une mémoire positive des gens qui vous entourent. Alors, on ne se connaît pas beaucoup, mais j'ai eu le plaisir de t'interviewer. C'était il y a 3 ans maintenant, je crois. Ouais. Écoute, tu fais partie des gens qu'on croise une fois et on se souvient de toi en positif. Merci Charlotte. C'est sincère. Et quand tu étais petit garçon, c'était quoi du coup ton rêve ? Donc tu disais que tu avais envie de sortir de cet environnement. Je pense que sortir de cet environnement, c'était quelque chose de sous-jacent. On n'était pas vraiment conscient, puisque à 7 ans, 8 ans, 10 ans, vous n'êtes pas conscient de l'environnement dans lequel vous vivez. Non, en revanche, je pensais, c'est assez drôle, avoir une vie, mais comme peut-être beaucoup d'autres enfants, avoir une vie complètement à part. C'est-à-dire, je pensais à un moment être le Messie. Je pensais à un moment avoir vu Dieu. Ah ouais, peut-être que c'est vrai. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je suis beaucoup plus scientifique maintenant. Je pensais devenir champion de foot, champion de tennis, comme beaucoup d'enfants, j'imagine. Mais avec avec probablement
une connotation plus extrême. Être le Messie, c'est quand même assez particulier. Et donc mes rêves, c'était quoi ? C'était assez simple, des rêves de petit enfant. J'étais un enfant qui jouait beaucoup seul. J'ai un grand frère qui a 5 ans de plus que moi. Alors je jouais beaucoup avec lui au tennis, au foot. Je me faisais battre très très souvent parce que 5 ans d'écart à 7-8 ans. Même si tu as la technique, compte. La morphologie. Ça compte, voilà. Et lui est très compétiteur, donc je perdais souvent, voilà, donc c'était compliqué. Mais, et donc je jouais aussi beaucoup seul au Playmobil, aux marionnettes, etc. Et donc je me faisais des films. Des scénarios, et je voulais être scénariste. D'accord. Et comment ça s'est passé du coup pour toi les études ? J'allais dire assez facilement. Et on était d'une famille où les parents ne mettaient pas vraiment de pression sur les études. C'était un peu l'époque des années 80 où on sortait beaucoup en bas de la maison à jouer au foot et au tennis. Donc en fait, je travaillais pas vraiment, et voilà, peut-être la chance, encore une fois, j'étais plutôt bon en maths, en physique, donc je comprenais assez bien les choses. Tu avais des facilités qui t'ont permis de... Je pense, en tout cas, je ne me rappelle à aucun moment d'avoir souffert du travail, des devoirs, etc., comme je fais vivre aujourd'hui à mes enfants. Ouais, alors après, je pense qu'ils n'avaient pas les mêmes niveaux de... Enfin, quand je vois ma fille qui est en CM2 et qui pleurait tous les soirs là, parce qu'elle avait de devoirs cette année, je pense qu'on ne nous a pas fait vivre ce que... Alors qu'aujourd'hui, il y a une loi qui dit qu'ils ne sont pas censés avoir de devoirs, mais bon, ça c'est un autre sujet. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont une pression qui n'est pas la même. Effectivement, donc j'avais pas... Voilà, je travaillais... J'avais pas l'impression, en tout cas peut-être que je le faisais, mais j'ai pas de souvenir d'avoir travaillé beaucoup avant la terminale. Et puis ensuite, j'étais bon en maths et en physique. On m'a assez naturellement poussé à faire maths sup, maths spé. Mon frère l'avait fait 5 ans avant, donc je voyais à peu près ce que ça voulait dire. Et je savais qu'on travaillait beaucoup. Pour être tout à fait précis, en août, je me suis dit, mais non, je vais pas le faire parce que c'est pas pour moi. Et puis je me suis lancé. Et puis là, pour le coup, il fallait travailler. Enfin, il y a pas. Là, du coup, tu as fait une prépa ? J'ai fait une prépa, ouais. Prépa. Et là, dans la prépa, vraiment, on travaille beaucoup. Là, pour le coup, c'est un vrai changement. Et ça correspond aussi à une évolution dans l'adolescence, etc., qui permet aussi de se projeter un peu plus, alors qu'avant, on est un peu plus inconscient. Oui, là, c'est un... Alors, moi, je n'ai pas fait de prépa, mais mon frère a fait une prépa. J'ai vu sa vie. Je fais, non, en fait, j'en veux pas. Ouais. Mais on apprend quelque chose d'intéressant, c'est d'optimiser. Oui. D'optimiser son temps, d'optimiser... Moi, je prenais le métro. J'avais 1 heure de métro aller, 1 heure de métro retour, tous les jours. Ces 2 heures-là, je passais un temps de dingue à travailler. Ouais. Je m'asseyais, voilà. Et quand je marchais dans la rue, je fermais les yeux pour me reposer, par exemple. Et donc, j'ai appris en fait l'optimisation de chaque minute de son temps. Ouais, c'est une super école pour apprendre. Exactement. Et je voulais pas, par exemple, redoubler. Vous savez qu'on peut faire, voilà, on peut redoubler la maths spé. J'ai pas voulu le redoubler en me disant, j'ai pas envie voilà, mon temps il est optimisé. J'ai fait ça 2 ans. C'est bon. Point barre, c'est bon. Et du coup, tu as intégré quelle école ? J'ai intégré l'école des ponts et chaussées. Ouais, donc tu avais quand même une bonne... Oui, très bien. C'est pas... Non, j'étais content d'avoir intégré cette école. Mais par exemple, on doit faire des choix à cette époque-là de différents... Les concours se passent aux mêmes dates sur des très grandes écoles, Polytechnique par exemple, ou des écoles plus raisonnables. J'ai pas voulu passer Polytechnique en me disant je ferai pas 3 ans de ce que j'ai vécu. Et donc alors peut-être un manque d'ambition, j'en sais rien, mais en tout cas c'est... Mais en tout cas t'avais la conscience de dire moi je fais un choix. J'ai fait un choix à ce moment-là, exactement, et je regrette pas. Oui, c'est quelque chose que je dis beaucoup dans Pourquoi pas moi, c'est de dire aux personnes, faites des choix. En fait, ne subissez pas les choses. Vraiment, il faut que, quel que soit le choix, mais au moins que ça soit un choix en conscience et se dire, bah voilà, c'est ça et pas ça. Enfin, moi, je sais que l'année du bac, j'ai eu la mononucléose. Donc, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas beaucoup d'énergie pour passer des concours. Donc, l'ESCA, j'imaginais que j'allais pas l'avoir. Donc, je me suis dit, je vais pas mettre mon énergie pour un concours que je n'aurai pas parce que je suis trop fatiguée et puis peut-être que j'ai pas le niveau en anglais ou je sais pas quoi. Mais c'est de se dire, bah voilà, j'étais à l'école. Déjà, si j'ai ça, je serai contente et en route, quoi. Bien sûr. Et moi, quand j'étais petit, ou adolescent, je pensais que je savais pas faire de choix. Ouais. Donc, j'ai beaucoup travaillé la question de la décision.
C'est le premier thème un peu philosophique et pratique que j'ai, sur lequel en fait, j'avais acheté un que sais-je sur la décision. À quel âge? 17 ans, 19, Ah ouais, quand même. 18 ans. Ouais. Ouais. Et en me disant, voilà, j'ai jamais vraiment pris de décision. Et en fait, bon, premièrement, c'était faux. Et deuxièmement, voilà, j'ai beaucoup appris sur ces thèmes-là, et en particulier le fait que si rationnellement tous les critères vous disent qu'il faut prendre la décision A, c'est pas une décision en fait. Ça coule de course et vous seriez débile de prendre la décision B. En revanche, vous pouvez la prendre si votre intuition, des choses un peu plus soft, vous amène à prendre la décision B, et c'est là où ça devient une vraie décision. Ouais. Pareil, c'est une question que je pose, mais plus tard. C'est quoi pour toi l'intuition? L'intuition, c'est d'écouter sa petite voix, c'est de se dire justement ce qu'on vient de se dire là, c'est-à-dire que j'ai tous les éléments qui me permettent de penser à, mais quelque chose, je ne sais pas quoi, dans mon ventre, dans mes rêves, le matin quand je me lève, me disent que c'est pas forcément A qu'il faut prendre et peut-être B. Donc c'est ça l'intuition. Ça t'est arrivé dans ta vie de prendre une décision du coup qui soit potentiellement à contre-courant, mais parce que ton intuition t'a dit qu'il fallait faire le choix B? Plein de fois. Le choix de passer de la compagnie, de mon ancienne compagnie, à ma nouvelle aventure, c'était un choix qui, sur le papier, était en partie rationnel, mais pas complètement rationnel à 200%. J'avais une voie plutôt bien tracée, dans une compagnie sur laquelle, en fait, j'avais un très beau rôle, beaucoup d'équipes, un ego, voilà. Bien. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on est invité dans des super endroits, je travaillais dans le luxe, voilà, tout ça était... Et donc, j'ai décidé de me mettre à risque. Et l'intuition étant pour moi, et je m'en suis rendu compte après, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai parlé de mon père et du chômage qu'il a eu. Je pense que ça a beaucoup joué. Je ne savais pas pourquoi, mais je n'avais pas envie de passer mes 50 ans à avoir passé 12 ans, 13 ans dans la même entreprise en me disant il faut que je fasse autre chose. Mais à partir de 50 ans, il faut que je fasse autre chose. Et donc, je me suis mis en position assez volontaire de changer de paradigme. Et je pense, encore une fois, et je m'en suis rendu compte vraiment 6 mois ou 1 an après avoir pris cette décision-là, que dans mon inconscient, le chômage de mon père que j'ai vécu entre mes 5 ans et mes 7 ans a joué beaucoup. Ouais, de toute façon, tout ce qui se passe dans l'enfance, ça nous marque d'une façon inconsciente, et un jour, ça rejaillit et on se dit « Ah, mais en fait, j'ai fait ça à cause de ça ou grâce à ça, d'ailleurs. » Ouais. Et donc là, du coup, tu fais les ponts. Est-ce que tu as une idée de ce que tu as envie de faire comme métier? Parce que bon, ça ouvre un peu toutes les portes. Non, en fait, on est dans une famille qui n'est pas... voilà, sur le fait, les copains de nos parents... j'ai pas de modèle particulier. Et donc, n'ayant pas de modèle particulier, je voulais m'ouvrir un maximum de portes possibles. Quand on fait une école d'ingénieur de ce type, souvent, vous faites du conseil en stratégie. En tout cas, à l'époque, c'était dans les débuts des années 90, c'était ce qui se faisait le plus facilement, le plus communément. Et puis, ça permet aussi d'ouvrir plein de choses. Et puis c'était très bien payé à l'époque. C'était c'était la voie royale. Les compagnies qui payaient le plus à la sortie. Et c'est vrai que je reprends ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le sortir de mon schéma social. Je pense que ça a joué aussi. Et puis ensuite, je rajoute à ça le fait que mon frère, lui-même, 5 ans avant, avait fait ce choix-là. Bon, voilà, donc j'ai décidé de faire ce non-choix, de rentrer dans le conseil en stratégie. J'y suis resté pendant 8 ans à peu près. Voilà. Qu'est-ce qui t'en a fait sortir? J'ai détesté, en fait, tout simplement. Tu gagnais bien ta vie, mais... Ouais, je le dis un peu vite, mais j'ai gagné très bien ma vie. J'ai choisi une société dans laquelle, en fait, ils payaient mieux que les autres, premièrement, et on avait, je me rappelle, des voitures assez incroyables. C'est pour quelqu'un de très matérialiste, c'était quelque chose d'important. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas complètement matérialiste de 100%, mais
voilà, il y avait un sujet. Après, peut-être que tu l'as été à l'époque et qu'aujourd'hui, tu te rends compte que c'est autre chose. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Mais je pense que par contre, de choisir de choisir le meilleur, en tout cas sur cette thématique-là, m'intéressait aussi de le faire. Donc j'avais choisi une société qui s'appelle A.T. Kearney. Et donc j'ai pris un peu de plaisir à comprendre différents modèles, business models, différentes sociétés, parce que vous tournez globalement toutes les 2-3 mois de sociétés, de secteurs, etc. Mais assez vite, on se rend compte qu'on va vraiment, on va pas au bout, premièrement. Deuxièmement, quand on est junior, ce qui est moins le cas quand vous êtes senior, mais quand vous êtes junior, vous êtes un peu un imposteur, entre guillemets. En tout cas, j'étais pas à l'aise, pas aligné à donner des conseils à des personnes qui ont fondé leur société ou qui sont des grands patrons d'entreprise, alors que j'avais 22 ans. Moi, j'avais sauté 2 classes en plus, donc voilà, j'étais un peu plus jeune que les autres, et donc je n'étais pas à l'aise, en tout cas pas suffisamment en confiance. Et est-ce que c'est de l'humilité, est-ce que c'est de la non-confiance en moi, je ne sais pas dire, mais en tout cas, je n'étais pas à l'aise. Ouais, ou de l'authenticité aussi. Ouais, probablement, à donner des conseils. Voilà, donc je n'étais pas aligné par rapport à ça. À donner des conseils péremptoires sur le développement d'une entreprise qui existe depuis 30 ans, en disant, voilà, vous avez toujours été à gauche, maintenant il faut aller à droite. Voilà, je trouve que c'était un peu... Mais bon, je ne remets pas en cause, il y a plein de gens qui prennent beaucoup de plaisir sur ce secteur-là. Moi, ce n'était pas aligné avec ce que je ressentais. Et puis, il y avait ce sujet de changer de secteur régulièrement, de mission, de problématique régulièrement, ce qui au début est assez grisant, mais à la fin, vous n'allez pas au bout des choses. Ouais. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui est dans la fidélité, dans la durée, et donc de papillonner, ça ne me plaisait pas vraiment. Et tu disais que tu as sauté 2 classes ? Ouais. Tu as sauté quoi comme classe ? J'ai sauté le CP et le CE2. Waouh, quand même. Ouais. Ouais. Et comment ça s'est passé ? Parce que quand tu es un garçon de fin d'année, tu as un décalage de développement et de maturité, même physique, sans parler du mental. Non, ça s'est bien passé. Ouais, non, t'as pas eu de... Non, c'était pas C'était le chouchou de la classe ? J'étais le chouchou avec de la ton classe, côté sympa. Ouais, et puis j'arrivais, en plus j'étais... en plus j'étais premier, assez, même quand je sautais les classes, j'étais premier de la classe, donc j'étais chouchou de la maîtresse assez souvent. Et non, les gens le voyaient pas trop. Et au collège non plus Non, pas trop. Non, j'ai pas souffert de ça. Okay. Du tout. Parce que là, je vois mon fils qui est en 4e, je vois, il a des copains qui, grosso merdo, s'habillent en 12 ans, d'autres qui s'habillent en, je sais pas en quelle taille, mais bon, ils ont 46 et taille 37 de pied, tu vois. Donc je me dis, si toi en plus, tu as 2 ans d'écart... Non, je l'ai pas mal vécu. Ouais. Enfin, à aucun moment, mieux, là, tu me poses la question, mais non, j'ai aucun souvenir de l'avoir mal vécu particulièrement. Ouais, bon. Bonne nouvelle. Ouais, donc là, du coup, tu quittes le conseil. Ouais, je quitte le conseil en 2006 pour avec l'envie de rejoindre une autre société. En fait, pour être tout à fait précis, je reste pas aussi longtemps en me disant je souffre. Oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que ça m'intéressait plus. Et j'ai voulu changer. Et puis, il s'est passé quelque chose dans ma vie à titre personnel où j'étais avec une personne qui est décédée et que pour le coup, l'entreprise a été très présente avec moi et m'a vraiment accompagné. Ils étaient, et quelque part, ils m'ont accompagné à traverser ce deuil. Ouais. Et je leur devais rien, mais globalement, je suis resté 4 ans de plus dans cette entreprise. Oui, tu avais peut-être besoin aussi d'un cocon pour... Oui, exactement. Ouais. C'était pas le moment de changer. Donc, voilà, j'ai changé en 2006 et j'ai cherché... T'avais quel âge quand elle est décédée ? J'avais 27. Ouais, donc hyper jeune. Ouais. Et j'ai donc changé d'entreprise finalement assez facilement parce que je l'avais déjà mûri dans ma tête. Et j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Carlson Wagonlit Travel, qui est une agence de voyage d'affaires, qui n'était ni un client ni un prospect. Parce que c'est souvent ça, il y a souvent des transferts qui se passent. Comme je suis beaucoup dans le relationnel, j'avais gardé beaucoup de contacts
J'avais beaucoup de contacts chez ATKernel, j'étais secrétaire du comité d'entreprise, enfin, voilà, j'étais assez présent. Et j'avais une copine qui était partie dans cette société. Et puis un jour, je la vois, on va prendre un café, et puis elle me dit « Ah, tu sais, ils cherchent quelqu'un, un directeur, pas un directeur, un commercial, grand compte. » Bon. Et moi, j'étais très fort dans les achats chez ATKernel. Je me suis dit « Je suis fort dans les achats, donc je suis fort dans la vente. » Enfin, bon, voilà. Et donc, T'as pas eu peur ? Non. Et alors, dans les entretiens, c'est ça qui était assez incroyable, c'est que je commence à passer des entretiens pour être ce commercial. Et puis, petit à petit, il me propose le job au-dessus, puis après, le job encore au-dessus. Donc, pendant les entretiens, Génial. il y en a eu 4-5. Finalement, je rentre à un niveau N+2 par rapport au poste prévu initialement. Donc, je rentre en tant que directeur commercial et marketing de tout le pays France, pas uniquement des grands comptes. Et pas uniquement en vente, mais aussi vente, marketing. Et donc, c'est vrai que ça me fait rentrer à un poste assez incroyable. À 31 ans, mes collègues avaient globalement 40, 50 ans, tous. Et c'était dur, parce que moi, je venais du conseil. Dans le conseil, vous allez arriver en réunion, c'est un peu comme l'armée américaine. Hein, c'est-à-dire que vous avez un sujet à traiter. Vous avez 200 slides derrière et 400 backups, vous connaissez votre sujet. Là, c'est la guérilla, quoi. Vous arrivez dans un COMEX, vous n'êtes pas attendu, vous avez pris le poste que 2 mecs voulaient. C'est la guérilla urbaine, quoi. Ouais, et puis un truc, c'est que moi, ce que je remarquais quand j'étais dans l'entreprise, c'est quand tu as quelqu'un du conseil qui arrive, ils vont t'écouter. Tu vas dire la même chose alors que tu es en interne et on va pas t'écouter. D'ailleurs, un jour, j'avais dit à mon boss, j'ai dit, mais attends, tu m'as recruté parce que j'ai de l'expérience sur ce domaine-là. Écoute-moi, on n'a pas besoin de payer quelqu'un d'autre pour écouter ce que je suis en train de te dire depuis un an. Alors, la valeur du conseil en stratégie, elle existe pour les entreprises. Oui, non, je dis pas que ça n'a pas de valeur, mais parfois, là, il y a de la valeur en interne que les... De le faire dire par quelqu'un d'autre. Premièrement, ouais. Ça a une valeur aussi d'approche plus systématique, parce qu'ils vont le dire, mais ils vont le baquer, ouais. Ils vont l'expliquer, et donc quelque part c'est plus facile pour faire accepter la décision à tout le monde. Donc il y a une vraie valeur aussi même si c'est dit en interne, que ce soit redit par un consultant externe. Et puis souvent voilà, donc il y a une vraie valeur au conseil en stratégie, hein, non, l'idée c'était pas de dire qu'il fallait pas et donc voilà, j'arrive dans une entreprise qui pour lesquels en fait j'ai un seul allié, c'est le président France qui m'a recruté, et donc c'est assez compliqué pour moi, et donc je suis trop jeune probablement pour le poste, de passer d'un poste de N à N+2 dans les entretiens, c'était probablement trop risqué, et donc je m'en prends plein dans la tête, hein, donc Comment tu le vis ? Super mal, parce que quand tu travailles dans le conseil en stratégie et que tu réussis. Enfin, moi, j'étais quand même plutôt ce qu'on appelait au potentiel, donc ça marchait plutôt bien. Puis les écoles d'ingénieurs, tout ça fait que que j'étais dans un cocon. Donc, pour la première fois, je vivais l'échec. Et puis quand ton seul allié, ton boss, te dit au bout de 3 mois, on va renouveler la période d'essai parce que quand même, on n'est pas certain que. C'était dur. Donc j'ai vécu ça beaucoup comme un échec, et donc c'était une période très difficile pour moi. Et puis finalement, on rebondit, hein, la vie fait que et je suis resté 6 ans dans cette société, 2006-2012. Sachant que l'étape d'après, ça a été encore un challenge, changement total d'univers. Changement total d'univers. Je suis rentré. Donc j'ai été. Alors, il s'est passé un truc assez intéressant. Je me fais chasser par un cabinet de chasse pour rejoindre une entreprise qui s'appelle Thomas Cook en tant que directeur général tour operating, de la business tour operating. Et 15 jours avant mon arrivée, alors que j'avais démissionné effectivement de Carlson Wagonlit, on m'apprend que le poste est supprimé. Ah, ça, tu m'avais pas raconté. Ouais. Sympa. Donc, c'était intéressant. Donc, je ne vais pas dans cette entreprise-là. Et j'avais démissionné. Enfin, voilà, j'étais plus chez Carlson. Donc, le truc était un peu compliqué. Bon, il se trouve voilà, je me suis mis à rechercher plus activement.
Et donc, j'ai effectivement trouvé par un cabinet de chasse également la compagnie du Ponant, qui à l'époque s'appelait comme ça, qui venait juste d'être acheté par un fonds d'investissement. Et le fonds d'investissement voulait renouveler le management. Et on m'a recruté en disant... on m'a proposé le poste en disant « C'est très bien, mais c'est à Marseille. » Et Sachant qu'à cette époque-là, tu vivais à Paris. Je vivais à Paris, exactement. Et avec femme et toujours femme vécu et à Paris, toujours vécu à Paris, etc. Et il se trouve que on était passé à Marseille 3 mois avant et qu'on avait adoré cette ville, alors qu'on n'a aucune famille particulière là-bas. Et on est tombé amoureux de cette ville cet été-là. Et puis 3 mois après, en novembre, on me propose ce poste-là. Et puis je dis, non, pourquoi vous dites par contre c'est à Marseille, dites-moi et c'est à Marseille. Et puis c'était l'année où Marseille quand même revivait une belle période avec Marseille, capitale de la culture. Donc voilà, je suis arrivé à ce moment-là avec femme et enfant. T'avais combien d'enfants à ce moment-là ? J'avais un enfant de 1 an et demi. Et donc on a refait notre vie là. Ma femme a démissionné de son entreprise. Elle était au printemps à Paris. Et puis, il se trouve qu'ils ouvraient un nouveau printemps à Marseille. Et donc, ils l'ont rappelé pour Trop dire bien. Est-ce que vous voulez tout pas ça, nous aider c'était vraiment le moment où tu allais l'alignement des planètes. Exactement, c'était assez incroyable. Et voilà. Et au Ponant, donc là, je suis rentré en tant que directeur commercial. Ensuite, assez vite, on m'a confié le marketing, puis la communication, puis la direction générale. Ça n'a pas été trop dur quand tu es arrivé, comme tu venais d'un poste où tu étais directeur commercial et marketing, qu'on te donne juste un seul périmètre ? Non, parce que je ne me suis pas posé cette question-là, c'est vrai. Pas vraiment, parce que c'est quand même un autre secteur, premièrement. Deuxièmement, c'est une entreprise beaucoup plus... non, je ne me suis pas posé cette question-là. Effectivement, j'aurais pu me la poser. Je n'étais pas dans le détail de que signifie le poste. Et d'ailleurs, je me suis posé la bonne question, parce que assez vite, je vous dis, j'ai repris le marketing, puis après... la communication, donc encore plus large, et puis après la direction générale. Donc tout ça fait qu'à la fin, je ne me suis pas vraiment posé cette question-là. Mais c'est vrai qu'arrivant dans un secteur où on connaît un peu plus que ce que le poste seul requiert, ça amène plus de valeur, plus de puissance et plus de confiance en soi, probablement. Ouais. Alors du coup, parce que sur le papier, c'était du voyage, mais en fait, ça n'avait absolument rien à voir avec ce que tu faisais avant. Alors les cabinets de chasse, on les adore, hein, mais voilà, ils voient voyage d'affaires, ils se disent voyage. Carlson Wagon Lit Travel. Exactement, travel. Donc ils ne se posent pas vraiment la question, ils proposent ça à Ponant. Parce que dans les recherches LinkedIn, c'est la même catégorie. Probablement. Ouais. Probablement. Et après, ce qui fait la différence, c'est probablement l'interaction que j'ai eue avec le fondateur. Qui m'a dit d'ailleurs 10 ans après, il m'a dit je vous ai choisi parce que vous étiez, il y avait une aura, une envie, un truc qui était supérieur à tous les autres candidats. C'est vrai que la motivation qu'on peut avoir en entretien joue beaucoup, probablement plus que le papier, le CV, etc. Et moi j'avais cette aura, cette motivation parce que je savais que Marseille c'était une ville dans laquelle je voulais habiter, et parce que pour la petite histoire, lorsque on était à Marseille 3 mois avant, on avait notre petite fille qui était là, qui avait besoin d'un biberon, et on s'est mis devant, par hasard, on est descendu du bus, on était devant la compagnie du Ponant que je ne connaissais pas, et je me rappelle très bien, en arrivant après pour passer les entretiens, avoir vu ce banc, et je me rappelle de la discussion que j'ai eue avec mon épouse. C'est fou quand même. En disant est-ce que tu veux pas qu'on vive à Marseille ? Le truc est assez magique. Et donc, est-ce que c'est de l'intuition ? Est-ce que c'est... Voilà, je ne sais pas comment le nommer, mais j'avais probablement cette envie supérieure de rejoindre l'entreprise. Ouais. Enfin, moi, je crois beaucoup aux signaux. Il y a des trucs, parfois, tu dis, c'est trop... Il y a trop de choses qui se passent pour que ça soit un hasard. Exactement. Ouais. Et donc, tu vendais... chez Carlson Wagon Lit Travel, vous vendiez finalement des billets de train, d'avion et compagnie, des hôtels, mais vous n'aviez pas vos propres structures, ce qui change tout par rapport là, du coup, au Ponant, où vous aviez du coup vos bateaux. En fait, Carlson Wagon Lit, c'est une agence qui fait du B2B. Elle vend des contrats à EDF, au ministère des Finances, à L'Oréal, des contrats de voyage pour que les salariés puissent voyager. Donc, en fait, c'est
c'est un contrat B2B où finalement on vend du voyage, mais on pourrait vendre de l'informatique, on pourrait vendre de l'intérim. C'est à peu près la même relation. Moi, mon métier, c'était d'aller voir des acheteurs et de leur expliquer pourquoi est-ce que notre proposition de valeur était supérieure à la proposition de valeur de mes concurrents, qualité, coût, etc. Le voyage, c'est un prétexte. Chez Ponant, c'est complètement différent. On vend une destination, on vend une expérience client, on vend voilà. Et donc, c'est beaucoup plus dans l'expérientiel, beaucoup plus dans la marque B2C. Et donc, je suis arrivé avec un jeu de jambes que je ne maîtrisais pas forcément, mais que j'ai appris. Et comme l'entreprise était petite à l'époque, vous étiez combien il y avait combien de bateaux quand tu es arrivé? Quand je suis arrivé, il y avait 3 bateaux et on était 40 au siège. Et quand tu es parti? Il y avait 13 bateaux et on était 500. D'accord, ouais. Et donc voilà, j'ai appris en fait à travailler sur les sujets de la marque, sur les sujets de l'expérience client, à travailler sur les sujets de distribution directe, indirecte, avec des agences de voyage, en direct, avec les tours opérateurs, où parfois les concurrents sont aussi vos clients, voilà. En France, à l'étranger également. Et donc j'ai participé au développement de l'entreprise, puisque en fait le vrai sujet, c'était le sujet du chiffre d'affaires, puisque les coûts étaient relativement bien gérés. En gros, le modèle était assez simple, on achetait plus de navires, il fallait juste les remplir, enfin juste. Ouais, entre guillemets. Et faire en sorte que les clients soient suffisamment contents, heureux et engagés pour revenir l'année d'après. Et en parler à leurs copains. C'est quoi les clés pour toi qui ont fait que vous avez réussi à transformer le Ponant en une entreprise vraiment hyper... Je pense que c'est une rigueur extrême dans la marque, par exemple. Une rigueur extrême dans l'expérience client. Donc la rigueur. Une fois qu'on décide quelque chose, on le fait bien. Je pense que c'est une vision, c'est une ambition, c'est de se dire voilà, on va passer de 3 navires à 13 navires, et c'est d'y aller. Je me rappelle très bien d'une discussion que j'avais eue avec le fondateur de l'entreprise, mon chef, qui revient d'une réunion avec l'actionnaire, d'une pré-réunion avec l'actionnaire où je ne participais pas, et puis on avait prévu d'ajouter 2 bateaux à une période donnée, et il me rappelle, il me dit en fait on en a 4. Je dis on n'y arrivera pas. Et en fait il avait raison, voilà, une ambition probablement plus forte, se voir grand. Et puis je dirais les équipes. On a réussi, quand je suis arrivé, les États-Unis étaient très très marginaux dans le business. Quand je suis parti, c'était l'immense majorité des clients, et on l'a fait parce que on a réussi à avoir une super équipe aux États-Unis. Et je parle des États-Unis, mais c'était le cas en Australie, c'était le cas en France, c'était le cas en Allemagne. Et donc l'équipe fait quand même énormément de choses dans une transformation d'entreprise. Ouais. Sachant que le fondateur, c'était un loup de mer. C'était un marin, un loup de mer assez incroyable. C'est toujours d'ailleurs. Toujours. Il a quitté l'entreprise. Mais c'est quelqu'un qui avait cette vision, et rien ne l'arrêtait. Et donc c'est vrai que on a réussi à faire une équipe assez intéressante, parce que on a réussi à scaler tout en ayant cette envie de croître de manière assez désordonnée quand même. C'est-à-dire que voilà, on essayait d'ordonner à la fin, mais on allait quand même très 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 vite. Et toi, c'est quoi tes clés pour apprendre justement quand tu arrives dans un nouveau poste comme ça et dans un nouveau métier? Parce que là, on en parlera après de ton nouveau secteur qui est plus proche, mais... Moi, j'ai toujours peut-être quelque chose qui vient de mon enfance. J'écoute beaucoup en fait, parce que je parlais de la force tranquille. Donc voilà, on a 2 oreilles, une bouche, donc j'écoute 2 fois plus que ce que je parle. Ça, voilà, je doute beaucoup. Je pense que c'est quelque chose, même en tant que, pour un dirigeant en particulier, il faut savoir douter. Bien sûr, il faut une fois assez vite décider. On parlait de décision. Décider, une fois que c'est décidé, on y va, on avance. On peut remettre en cause plus tard, mais en tout cas, on prend des décisions. On procrastine pas. Ouais. Mais le sujet du doute
est un sujet important, je pense pour moi, pour justement apprendre. Et puis, une forme, je ne sais pas si c'est une forme d'humilité, en tout cas de se dire, voilà, j'ai beaucoup à apprendre de cette personne-là. Et donc voilà, donc l'observation, pour répondre à ta question, c'est quand même beaucoup l'observation et le fait de se dire, je suis capable de me transformer. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui... je fais écho à ce qu'on a dit tout à l'heure sur mes parents. Effectivement, ma maman qui n'avait jamais travaillé, elle s'est transformée en meilleure vendeuse de magasin, alors qu'elle n'avait jamais fait ça. Je pense que c'est de savoir se transformer, c'est quelque chose d'important et c'est d'autant plus le cas là maintenant avec l'intelligence artificielle où plein de choses arrivent. Moi, pour mes enfants, ça m'intéresse pas trop, faut pas qu'ils écoutent le podcast, mais ça m'intéresse pas trop qu'ils apprennent exactement les dates de la Révolution française. Mais par contre, qu'ils savent s'adapter, comprendre les enjeux, réfléchir, avoir un esprit critique, se rendre compte que voilà, avoir cette adaptabilité, je pense, c'est une force assez forte qu'il faut développer. Ouais. Et un fonds d'investissement est toujours de passage, on le sait. Ouais. Comment ça s'est passé du coup au moment où c'était la fin pour eux? Au bout de 3 ans chez Ponant, de 2 ans et demi, le fonds d'investissement nous a dit que c'était bon pour vendre, parce qu'on a fait une très belle croissance d'ores et déjà. Et puis, donc c'est ce qui s'est passé. On a cherché un repreneur. Et puis, un peu par chance, la chance, ça se provoque aussi. Hein, on parlait des voiles tout à l'heure. Moi, je fais beaucoup de réunions avec mes équipes pour essayer de bien comprendre ce qui se passe dans le terrain. Et puis, à quelle fréquence tu les vois, tes équipes? Ça dépend des différentes équipes, mais à minima, déjà formellement une fois par semaine. Et puis en team, alors ça dépend les périodes, etc., mais globalement une fois toutes les 2 semaines. Ouais. Sans faire trop de réunions, j'aime des réunions plutôt courtes, mais d'avoir un point de contact un peu sacralisé, je pense que ça amène de la valeur. Et donc là, on avait une réunion client où on parlait en fait de l'après-vente et des problèmes clients. Et puis notre patronne du call center nous dit mais j'ai un problème avec une cliente. Et en fait, ce problème-là, c'était avec Madame Pinault, qui était donc cliente de l'entreprise. Nous ne le savions pas. Donc on le découvre à ce moment-là. Et en fait, c'est dans le cadre de la résolution de ce problème-là que la question se pose que M. Pinault rachète. Alors non pas... mais en tout cas, le contact s'est fait comme ça. Parce que M. Pinault ne savait pas que la société était en vente. Et puis, donc... À la base, elle était plus en vente. Vous cherchiez plus un autre fonds ou pas nécessairement? Non, pas nécessairement. C'était ouvert à... Ouais. Ouais. En fait, on préparait ce qu'on appelle une data room avec et ça devait se faire 2 mois après. Et donc, c'est avant ces 2 mois, c'est dans le cadre et probablement que des actionnaires type le family office de M. Pinault auraient été peut-être interrogés, j'en sais rien. Mais là, dans le cas précis, l'occasion faisant de larron, on oriente les voiles. Il se passe ce qui se passe. On a transformé ça aussi en une opportunité. Et donc, on a simplement appelé en disant, voilà, si d'aventure la famille serait intéressée si vous pensez que l'expérience client est suffisamment bonne, qu'il n'hésite pas à appeler. C'est ce qui s'est passé. C'était un truc de fou quand même. C'est incroyable. Et c'est comme quoi tu dis finalement, on en parlait hors micro tout à l'heure, je te disais que j'avais interviewé David Gurley, que je recommande son interview parce que c'est un homme absolument incroyable. Et c'est ce qu'il disait, c'est que dans les recommandations de ce qu'il avait appris en ayant travaillé avec Bill Gates pendant longtemps, c'est que Bill Gates, il était au courant de tout. Il dit, mais il était au courant de tout. Et ce qu'il dit, c'est vraiment la clé du succès d'un entrepreneur, c'est d'être au contact du business, en fait. C'est d'être au contact du business, c'est certain que ça amène de la valeur. Après, la question, c'est quel dosage, parce qu'il faut aussi que le dirigeant soit... Voilà, il ne peut pas être trop dans l'opérationnel. C'est pour ça que moi, ma manière de faire, c'est d'avoir des points de passage obligés, réguliers, petits, courts, qui permettent en fait de garder ce lien. Les gens savent qu'on va se voir à telle date, tel jour. Donc, s'ils ont des choses, ils le notent, par exemple. C'est ce que je leur demande de faire. Mais effectivement, si vous voulez, si tu veux provoquer la chance, il faut multiplier les occasions de provoquer la chance. Et pour provoquer la chance, il faut parler à plein de gens. Il faut et moi, je pense que ce qui fait aujourd'hui le succès de Catland petit à petit, c'est justement
toutes les opportunités de contact qu'on a tous dans toute l'équipe, qu'on essaie de transformer et de transformer à chaque fois cette opportunité en quelque chose de très concret. Si tu sèmes pas de graines, c'est rare qu'il y ait une fleur ou un arbre qui pousse. Exactement. Enfin, ça peut, mais c'est plus au gré du vent. Voilà, et puis ça, au moins, c'est la bonne espèce et au bon endroit. Et donc là, exactement, c'est un très bonne image. Le but, c'est de semer un maximum de graines un peu partout. Lorsque j'ai changé de Ponant vers Catlante, j'ai semé à peu près 250 graines, c'est-à-dire 250 discussions avec des gens très, très organisés en fait, sur un tableau Excel où j'avais noté que j'avais vu telle personne et qu'on s'était dit ça, etc. Pour justement susciter le changement et faire en sorte que je puisse trouver une prochaine étape. Voilà. Et si j'ai un conseil à donner, alors j'en ai pas des tonnes, hein, mais si quelqu'un veut trouver sa voie, veut changer de voie, il faut qu'il en parle largement, qu'il s'ouvre, qu'il fasse plein de choses, un bilan de compétences, il rencontre quelqu'un, voilà, pour maximiser ses chances de trouver sa voie. Ouais. Tout à l'heure, j'en parlais avec, je disais, je pense que je vais m'inscrire à une nouvelle formation pour avancer sur un sujet qui bloque aujourd'hui. Et c'est ce qu'on disait avec la personne que j'avais au téléphone qui me vendait la formation, c'est que, en fait, tu sais que potentiellement tu vas y arriver, mais à quel rythme ? Et est-ce que mais t'as pas la certitude d'y arriver. Donc c'est se donner les moyens de trouver qui tu es grâce à des accompagnements qui te correspondent. Bien sûr. Il faut le faire le plus tôt possible parce qu'en fait, plus tu peux le faire de manière progressive, etc. Moi, c'était pas mon approche. J'aurais pu rester 2 ans, 3 ans, 4 ans de plus chez Carlson Wagonlit, chez A.T. Kearney ou chez Ponant. Ouais. Mais j'ai décidé de manière timée, en disant voilà, telle date, je veux que ça parte, quitte à démissionner sans avoir rien derrière. Avant de parler du coup de cette nouvelle page dans ta vie, ça a été quoi les gros changements suite au rachat par Pinot ? L'ultra croissance des bateaux. Donc on a financé l'achat des nouveaux bateaux. Ça a été une rigueur encore plus forte sur l'expérience client, la montée en gamme. Et ça a été des moyens en plus pour aller conquérir d'autres marchés, donc c'était un actionnaire qui a permis vraiment le développement de l'entreprise à des zones dans lesquelles en fait il se retrouve aujourd'hui. Et le luxe, c'était déjà un positionnement ? Oui. Ouais. Oui, c'était déjà un positionnement depuis même la genèse de l'entreprise. Donc là, sur le papier, tout va bien. Tu as un super poste. Ouais. Comme tu disais, ton ego est flatté parce que tu es invité partout, tu es dans un univers. Qu'est-ce qui fait que ta petite voix te dit Hervé va ailleurs ? Rétrospectivement, comme je te l'ai dit, je pense que j'arrivais à la cinquantaine et j'avais pas envie de rester trop longtemps là-dessus. Deuxièmement, je pense qu'il s'ouvrait une nouvelle étape de Ponant dans laquelle en fait soit je m'inscrivais, soit je décidais de pas m'inscrire et donc je le sentais pas. Et puis j'ai fait 10 ans. Rester rester 3-4 ans de plus aurait été peut-être risqué pour moi en fait. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on fait à 54, 55 ans si ça fonctionne pas, voilà, donc voilà, voilà, donc j'ai pris ce risque-là avec des conséquences puisqu'en fait, effectivement, de trouver une société de ce type à Marseille, c'était compliqué. Parce que du coup, l'ambition, c'était de dire, je veux être entrepreneur. Je savais pas très bien encore, donc j'ai ouvert toutes les pistes. Mais du coup, comment ça s'est passé ? Tu leur as dit, je vais partir, trouvez-moi un remplaçant. Ouais. C'est fait comme ça. Enfin, en fait, j'ai un très bon, je m'entends vraiment très bien avec le CEO actuel, qui dit ce qu'il fait ce qu'il dit, voilà. Et puis on a échangé ensemble longtemps avant, probablement quasiment 1 an avant mon départ effectif. Pour se dire c'est quoi le plan de marche, et puis au bout de, on s'était dit 3 mois,
Et puis au bout de 3 mois, il me dit mais t'en es où, t'as trouvé? Je dis bah non. Et toi t'as trouvé? Bah non plus. Voilà, donc il dit bah tu veux pas rester un peu plus? Donc voilà, donc ça s'est fait comme ça. Donc de l'intérêt d'ailleurs de pas tendre trop les relations avec son employeur et de garder le lien. C'est, je pense quelque chose d'important. En tout cas, ça fait partie de moi, mon ADN. Et donc voilà, 1 an avant, on avait écrit le plan de route qui devait arriver plus rapidement, qui arrive plus tard, peu importe. Et moi, en attendant, je me suis mis en ordre de bataille, ouvertement finalement, puisque vis-à-vis de lui, pas vis-à-vis de mes équipes, parce que mes équipes ne le savaient pas, évidemment. Ouais, c'est compliqué d'avoir... Tu peux pas avoir un chef qui part. Voilà. Donc les équipes le savaient absolument pas. Il n'y a pas eu de rumeurs, etc. Et le jour de l'annonce, les gens sont un peu ont été surpris, évidemment. Mais en tout cas, tout ça a été préparé, organisé, calé avec l'actionnaire, calé avec la direction de Ponant. Et donc, ça nous permettait, en fait, en toute intégrité, j'allais dire, d'aller rencontrer plein de gens, des fonds d'investissement, oui, il n'y avait des pas chasseurs de tête. Voilà, t'étais plus marié, le divorce n'était pas annoncé officiellement, mais vous étiez séparés, quoi. Exactement. Si ce n'est que j'étais toujours actif, etc. Oui, bien sûr. Ouais, on se comprend. Voilà, exactement. Et comment ça s'est passé, du coup, cette phase où tu étais en recherche? Parce que quand on s'est rencontrés, tu venais de quitter le Ponant, ou t'allais, enfin, en tout cas, c'était... Mais t'avais pas J'avais annoncé, en fait. J'avais pas encore quitté. J'avais annoncé, Mais t'avais pas encore ce projet, t'avais pas encore trouvé... Comment c'est passé de manière assez simple, dans le cadre des différentes rencontres, j'entends parler de l'entreprise. En parallèle de ça, chez Ponant, on reçoit le dossier... puisque c'est une compagnie qui organise des croisières en catamaran, et donc ça pouvait être, elle était en vente, et donc ça pouvait être une acquisition potentielle pour le Ponant. Et puis plusieurs personnes m'en parlent, dont Ponant, etc. Et donc tout ça se fait de manière assez, encore une fois, en alignement des planètes. La voile était dans le bon. Alors j'ai pas du tout le pied marin, mais dans le bon cap. Exactement. La voile était bien d'orientement. Non, et puis surtout, il y avait un alignement, en fait, de plein de choses. Le timing était bon. Le profil de l'entreprise par rapport à mon profil était bon. C'est une entreprise qui devait se développer globalement, aller chercher des réseaux sociaux, de la notoriété. Je me rappelle du site web au tout début. Waouh. Voilà, le site web, il fallait le refaire. Moi, j'ai fait 4 fois des sites web pour Ponant, puis j'en ai fait une dizaine à l'étranger. Les réseaux sociaux, la distribution indirecte en France, à l'étranger. Donc, c'était un sujet. Aujourd'hui, c'est une entreprise pour laquelle, en fait, il y avait besoin d'un profil de développeur, ce que je pense être. Et donc ça collait bien avec mon profil, ça collait bien avec ce que j'avais envie de faire, ça collait bien avec Ponant, puisque ça s'est fait en totale harmonie. Il y avait quelques contraintes quand même, et c'est pour ça que la vie n'est jamais parfaite, et il fallait faire un choix. C'est que c'était à Paris, et que moi j'ai farouchement décidé de vivre à Marseille. Donc c'est une contrainte. J'ai 4 enfants, ils sont plutôt en bas âge, ils ont besoin de moi aussi. Donc voilà, ils ont besoin de toi. Et puis ce que tu disais aussi par rapport à tes parents, que t'as envie de les voir grandir, parce que faut réussir sa vie, faut pas réussir dans la vie. Encore une fois, voilà, même si je suis très ambitieux et je ferai tout pour que Catland se développe de la meilleure des façons possibles. Je m'acharne à ça. Il n'empêche qu'il y avait ce sujet de trouver un juste équilibre. Donc une des contraintes, c'est ça, c'est que la société est à Paris. Donc ça, aujourd'hui, j'essaye d'y aller. Enfin, j'y vais toutes les semaines. Que tu me disais tout à l'heure, tu y vas 2 jours par semaine. Voilà, 2 à 3 jours par semaine. Et donc j'essaye de faire le maximum pour que l'entreprise se développe. Après, maintenant, dans le monde actuel, il y a beaucoup de choses qui se font en remote. Et chose extraordinaire, quand même, la société se développe à Marseille, puisque tous les navires sont immatriculés à Marseille. Okay. De base, du coup Oui, exactement. D'accord, donc du coup, il y avait déjà un pied marseillais. Exactement, parce que l'ENIM, donc le système social des marins, est basé à Marseille, parce qu'en fait Marseille est la capitale, on dit c'est la capitale bébé, c'est la capitale du maritime, du nautisme. Donc il y a quand même un sens à être à Marseille. Donc j'ai beaucoup d'activités aussi à Marseille. Et puis on a un bateau
et peut-être 2 qui partent de Marseille, qui fait le parc national des Calanques. Donc j'ai besoin d'être aussi, il y a aussi un intérêt à faire des réunions ici. Et puis, a fortiori. Et puis la com aussi, des RP sur place aussi. Exactement. Donc, on a tout un écosystème à Marseille qui permet. Et puis, il y a beaucoup à Marseille de start-up. Notre community manager, par exemple, est de Marseille, qui permettent de nous aider à nous développer parce que c'est un écosystème business et tourisme très fort, Marseille. Ouais. Et alors, on peut se dire, en fait, tu es parti d'une compagnie à une autre, toujours dans les bateaux, c'est pareil, mais non, quand tu reprends une entreprise, tu as des enjeux complètement différents. Alors, je savais jouer à peu près la partition quand même, parce que c'est de la croisière, parce que c'est pas du ultra haut de gamme, mais ça reste de très bonne qualité, haut de gamme. On parle de tarifs relativement accessible, relativement étant, c'est une croisière chez Catland, c'est à peu près tout compris 2 000 €. Ok. Donc c'est abordable. C'est accessible, oui. Et puis surtout, on n'est pas sur un voyage dans le Penant, quoi. Exactement. Penant. Et puis surtout, on t'es pas obligé de réserver tout le bateau, donc tu peux prendre juste une cabine sur un bateau donné. La plupart de nos clients font ça, ils reviennent plus qu'enchantés parce qu'ils font des connaissances, etc. Et donc c'est une compagnie accessible. Et donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est sur la croisière. On est sur des bateaux à entretenir avec de la maintenance préventive, de la maintenance réactive, etc. Donc il y a quand même le même jeu de jambes. Il y a un sujet d'expérience client avant, pendant, après la croisière. Il y a un sujet de développement en France, en particulier avec les agences de voyage. Donc tout ça, c'est le même jeu de jambes. Ouais. Après, c'est un peu différent parce qu'on ne parle pas de navires de 200 à 300 clients, on parle de navires de 12 clients. Ouais. On parle de nautisme, etc. Bon, mais ça change pas drastiquement. Ça change pas non, je pense que ce changement-là a été beaucoup plus facile que les différents changements professionnels que j'ai vécus dans mon passé. Pour pouvoir racheter, du coup, tu as dû aller solliciter des fonds, j'imagine. Mais là aussi, il y avait des fonds qui étaient intéressés par l'entreprise, qui sont venus me chercher en parallèle. Donc, tout s'est fait de façon hyper fluide. Exactement, ça c'était assez fluide en fait. Donc est-ce que c'est moi qui ai été les chercher, est-ce que c'est eux qui sont venus me chercher? C'était un peu compliqué. On était en contact depuis longtemps sur d'autres sujets, et donc ça s'est fait assez naturellement. Ouais. Mais donc effectivement, il y a 2 fonds à nos côtés. Donc moi, je suis associé avec le directeur des opérations également, plus 2 autres fonds qui sont des fonds assez extraordinaires. Un spécialisé dans le développement des PME qui s'appelle Montefiore, fondé il y a 20 ans cette année, en 2025, donc a été fondé en 2005. Un fonds assez incroyable qui milite en fait pour le développement de PME et de TI en France qui sont déjà en croissance rentable, donc ils ne misent pas sur des choses un peu loufoques, et ça marche très bien. Et puis le deuxième, c'est la BPI, BPI France, qui est une super marque de fabrique pour une compagnie comme Catland Catamaran qui veut se développer, donc acquérir des nouveaux navires et donc avoir un actionnaire de référence, on va dire un peu... Oui, qui le sait, c'est un bon crédit. C'est un bon crédit, exactement. Là, vous avez créé, je ne sais pas si c'est créé le mot, un nouveau bateau. On a créé, oui, parce qu'on l'a designé complètement à notre sauce. Un nouveau bateau qui est arrivé en mai 2025. Et c'est le premier de la nouvelle série qu'on est en train de lancer, de la nouvelle gamme aussi. On a 3 gammes chez Catland. Une gamme, on va dire, qu'on appelle confort, où il y a tout le confort d'une croisière, avec suffisamment avec évidemment tout est inclus, le capitaine, le chef cuisinier, etc. Une gamme un peu plus élégance, où les navires sont plus récents, où il y a la climatisation à bord sur chacun des navires, donc voilà, c'est un peu plus haut de gamme. Et puis le dernier, c'est la gamme vraiment prestige, pour lequel en fait on a des navires avec 3 staffs à bord, avec la climatisation évidemment partout, et avec des navires de toute dernière génération. Et je suis hyper content parce que à l'heure à laquelle je te parle, on vient de se rendre compte que ce navire a un succès incroyable, premièrement.
Deuxièmement, il y a un taux de satisfaction qui est hors norme. Enfin, je ne vais même pas les révéler tellement, enfin, c'est des scores. Trop chouette. C'est des scores de Poutine. Voilà, c'est juste. Enfin, en fait, on a 100% des clients qui jugent que l'expérience peut pas être mieux. Ah, c'est super. Donc voilà, et ça fait maintenant 2 mois qu'on est en route. Donc voilà, on a trouvé le modèle. Ouais. Donc ça, c'est bien. Et puis on garde donc les 2 autres gammes, bien sûr, qu'on développe, etc. Donc je suis assez content de. Ah, ça doit être incroyable quand tu montes sur le bateau, quand vous l'avez fait À la première fois, Ouais. la première fois, on se dit waouh, quoi. Waouh, c'est comme un bébé, en fait. Hein. Moi, je t'ai dit, c'est ton 5e j'ai 4 enfant. enfants, c'est mon 5e enfant. Ouais. Exactement. Et comment ça se passe pour ton équilibre de vie pro, vie perso? Oh, ça se passe bien. Alors déjà, moi, je forme mes enfants à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'ils participent avec moi. Avec mon épouse bien sûr, aux différents, en tout cas je leur laisse penser qu'ils participent aux différents sujets de l'entreprise. Donc lorsqu'on a choisi par exemple notre nouveau logo, je les ai fait voter. Ah, c'est sympa. Alors peut-être pas le dernier de 3 ans, mais celle qui a maintenant 14 ans. À l'époque, elle avait 12 ans. Voilà, elle a voté, elle a fait voter ses copines aussi. Celle qui avait 10 ans, elle a aussi fait voter ses copines. Donc voilà, je les fais participer à certaines thématiques. Je fais relire, par exemple, à ma fille de 14 ans les brochures. Donc, elle me dit, papa, tu ne pourrais pas le dire comme ça, etc. Donc, ou les newsletters, etc. Donc, ils participent, ils co-participent, ils co-construisent. Donc, ça me permet, moi, de les éduquer aussi, de passer du temps avec eux, tout en gardant ce lien professionnel. Et donc du coup ils comprennent quand je suis pas avec eux. Je pense que là on a trouvé l'équilibre en fait. C'est une bonne et plus ça va avancer, plus je vais les impliquer dans des décisions, mais à chaque fois sans être très très sérieux. Et puis oui, c'est plus un jeu, c'est un prétexte pour échanger avec eux. Ouais, trop bien. Comment tu célèbres tes réussites? Je vais au resto avec ma femme. Il y en a un en particulier? Non, on tourne. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Assez souvent, puisque dès petit, je pensais devenir champion de tennis ou professionnel de foot ou le Messi. Donc je me dis pourquoi pas moi? Pourquoi c'est pas moi le Messi? Donc assez tôt. Et là, je dois dire, je me le suis dit récemment sur l'entrepreneuriat par rapport au salariat. J'ai beaucoup d'amis proches depuis quelques années qui sont entrepreneurs. Et j'ai une discussion avec 2 amis, Laurent et David, ils se reconnaîtront, où un jour, eux m'ont dit, j'étais en pleine réflexion, mais pourquoi pas toi? Pourquoi tu ne deviens pas entrepreneur? Et cette conversation, on était dans un taxi. Je me rappelle, elle m'a fait vibrer et elle m'a transformé en fait. Je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi pas moi? Pourquoi eux, ils sont entrepreneurs? Pourquoi ils ont des super réussites? Je n'étais pas jaloux, mais je me dis, pourquoi pas moi? Et je m'étais peut-être interdit ça parce que on n'est pas dans une famille d'entrepreneurs, parce que ma maman, en fait, elle avait un magasin, mais en fait, en vrai, c'était un petit bouclard, c'était pas le sujet. Mon père, il était fonctionnaire au département du Val-de-Marne. On ne peut pas appeler ça le plus entrepreneur du monde. On n'avait pas de référent entrepreneur outre mesure. Mon frère est salarié. Donc, voilà. Et donc, c'est petit à petit où je me suis dit, pourquoi pas moi? Et dans le prisme des solutions que j'avais ou des options que j'avais pour mon futur professionnel, je me suis dit, j'ai pris cette décision en compte. Ouais. Cette discussion en compte. Comment ton entourage il a accueilli ça, le fait que tu deviennes entrepreneur? Je pense que mes parents l'ont pas trop compris. Ma mère me demande tous les jours encore est-ce que c'est bien, pourquoi tu as fait ça, etc. C'est quand même plus petit que ton ancienne entreprise, tu as moins de salariés, etc. Mon père, lui, l'avait assez bien compris, mais voilà, on parlait pas trop business, il comprenait pas d'une manière générale le business. Et autour de moi, mes copains, mon épouse était partie prenante, évidemment j'ai pris la décision avec elle, donc j'en parle même pas.
elle a plus qu'appuyé. Et c'est évidemment hyper aidant. Je la remercie d'ailleurs. Et puis autour de moi, les copains, évidemment, m'ont vraiment célébré. Je me rappelle très bien de tous ces copains entrepreneurs. Ils m'ont organisé une fête surprise de départ. Trop chouette. Complètement surprise en disant voilà, te voilà maintenant entrepreneur. Ah, c'est trop chouette. T'as eu ton enterrement de vie de garçon de salarié. Un des plus beaux moments de ma vie. Ah, trop chouette. Ouais. Surtout en surprise. C'était assez incroyable. Ah, j'avais jamais entendu ça. Trop chouette. T'as des bons amis. Ah oui. En même temps, on a les amis qu'on mérite. Exactement. Qu'est-ce que tu penses que le petit Hervé de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui ? Il dirait c'est bien. Il dit si on m'avait dit ça, j'aurais signé. Il dirait voilà, peut-être t'aurais peut-être dû oser avant. Voilà. Et toi, t'as envie de lui répondre quoi ? Eh ben, fais-le. Fais-le, mec. Fais-le, mec. Voilà. Est-ce que là, maintenant, tu te dis que tu aurais dû le faire avant ou finalement chaque chose a... Non, globalement, chaque chose arrive à point nommé, je suis très content, etc. Mais il y a quelques décisions que j'aurais pu anticiper, que j'aurais pu faire venir avant. Je pense, peut-être encore une fois, par décision, par peur de rater, etc. Souvent, on peut décider trop tard de quelque chose. Là, c'était pas trop tard pour le changement, mais je l'aurais fait 2 ans avant, ça n'aurait pas changé grand-chose. En même temps, 2 ans avant, il y avait le Covid. Non, 2 ans avant, on était deux. Ah oui, 2000, ouais. Un an avant, voilà, j'aurais pu le faire 1 an avant, par exemple. Voilà, je pense que j'aurais pu quitter le conseil plus tôt. Je t'ai dit 2-3 ans, je suis parti 4 ans après avoir pris la décision, mais j'aurais pu, pour des raisons que je t'ai expliquées, mais j'aurais pu partir 2 ans avant, probablement, quand même. Quand tu as vécu une période du Covid, clairement, toi, tu faisais pas partie de ceux qui étaient tranquilles. Ouais. Comment ça s'est... Quand tu as choisi de continuer dans l'univers du tourisme, est-ce que c'est quelque chose qui a joué dans ta prise de décision ? Non, le Covid, moi, je l'ai vécu de manière très... J'allais au travail tous les jours parce qu'on avait le jour du Covid, 6 000 clients rapatriés, etc. Ça a duré 1 mois. Ensuite, il y a eu les sujets des remboursements par remboursement des agences de voyage, etc. En France, à l'étranger, il y a eu plein de questions compliquées. Au même moment, on rachetait une grosse entreprise qui faisait à peu près 20% de la taille de l'entreprise. Donc, il y a une intégration à faire. Tout ça veut dire que j'ai travaillé tout le temps. J'ai jamais été en télétravail à la maison, etc. Rester dans le tourisme, pour moi, c'était une évidence parce que je pense que c'est quelque chose que j'aime. J'aime donner envie aux gens de vivre des belles expériences et que je préfère faire ça que de vendre du matériel, par exemple. En début de discussion, je te dis, je suis pas du tout matérialiste. Je suis plus dans les expériences. Et donc, quitte à vendre quelque chose, autant vendre ça. Alors, je pourrais faire de l'associatif, j'en suis pas encore là. Mais en tout cas, ou faire de la formation, ou peut-être que plus tard je serai professeur ou coach. C'est peut-être des sujets qui peuvent m'intéresser, ça c'est certain, donc transmettre. Ouais. Mais dans un premier temps, transmettre une émotion, transmettre une bonne expérience, c'est quelque chose qui me plaît. Et donc le tourisme est un super moyen de le faire, effectivement. C'est quoi pour toi un échec ? Eh ben, c'est de s'attendre à quelque chose qui n'arrive pas. Tout simplement. Après, est-ce que c'est tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on s'en remet et comment est-ce qu'on s'en regrandit de tout ça, etc. On parlait du décès que j'ai vécu. Finalement, moi, ça m'a construit, évidemment. Toi, tu parles souvent du burn-out. Est-ce que c'est un échec, le burn-out ? Pas, j'en sais rien. J'appelle ça un cadeau. Enfin, voilà. Je reprends les termes d'une de mes invités du podcast. C'est un cadeau mal emballé de la vie. Exactement. Ouais. Donc, il y a des choses dans la vie, des échecs ou des aléas de la vie, on va le dire comme ça.
sur lesquels en fait il faut bien orienter la voile et puis savoir rebondir. Et je pense que évidemment, je ne vais pas faire le sujet du tarte à la crème de comment est-ce qu'on rebondit, etc. Et qu'en France, l'échec est mal vécu par rapport aux États-Unis, etc. Ça, j'imagine qu'on le sait tous. En revanche, comment dans son fort intérieur, on ne vit pas ça psychologiquement comme un échec, mais plus comme une force, c'est quelque chose sur lequel en fait il faut travailler sur soi. Et moi, par exemple, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec beaucoup d'accompagnement pour essayer de dire que ou l'échec que j'avais vécu, le début d'échec que j'ai vécu chez Carlson Wagonlit, où c'était pas forcément le succès immédiat et j'étais pas la rockstar à laquelle je m'attendais être, ça met un coup dans ça m'a probablement rendu plus humble, plus dans le doute, plus à l'écoute, et donc on se transforme, j'espère, positivement. Ouais, ça t'a freiné la voile pour pouvoir prendre le meilleur cap. Exactement. Ou faut savoir sur la voile, faut savoir des fois enlever la voile. Ouais. Lorsque le vent il est vraiment pas bon, il faut au contraire rentrer la voile parce que t'as pas le contrôle. T'as pas le contrôle. Donc t'as le contrôle que de savoir si tu mets la voile, si tu la mets pas, etc. Donc savoir affaisser la voile, je pense que c'est une bonne chose à faire. Et donc dans certains cas, il faut savoir lâcher prise. Ce que moi j'ai appris de ces échecs, c'est de savoir lâcher prise, par exemple. Oui, de toute façon, il y a un moment donné, il y a en fait, les gourous du développement personnel te disent de toute façon, la situation, tu ne peux pas la changer, mais ta façon de vivre, tu es responsable de ta façon de vivre la situation. Bien sûr. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements aujourd'hui ? D'être le Messie, par exemple. Peut-être que tu vas marcher sur l'eau, on ne sait jamais. Tu vas peut-être créer un truc avec tes bateaux. Non, j'ai renoncé à une très grande carrière de sportif pour les études. Non, les renoncements, c'est... de vivre à Marseille, il y a une forme de renoncement de cette vie parisienne, par exemple, qui est un peu plus tout feu, tout flamme. Pour soi, pour sa famille, pour ses enfants, pour les rencontres. Je te parlais tout à l'heure du fait que j'aimais bien multiplier les rencontres. Dans une ville de province, tu as moins d'opportunités de rencontres parce qu'il y a des choses, mais il y a moins de clubs, il y a moins de choses. Il n'y a pas du tout la même énergie, c'est sûr. Moins d'énergie. Donc on renonce peut-être à ça, par exemple. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'autres renoncements dans ma vie. C'est ce qu'on se disait, on s'est croisés il y a une semaine, on était tous les deux face à la mer, en train de dîner face à la mer, et tu dis oui, mais en fait on renonce en effet, il y a plein de choses de Paris, mais pour une qualité de vie qui est assez incroyable. Ouais. Est-ce que tu as encore des peurs aujourd'hui ? Non. Non. Même des décès, non, j'ai pas peur de ça. J'avais peur pendant très longtemps de la solitude, de vivre seul, etc. Et même ça, maintenant, je l'ai fait. Je parlais d'expérience où parfois, j'ai dû manger seul. La première fois, j'ai trouvé ça atroce. Et puis après, j'ai pris du plaisir. Et puis après, j'ai lu. Et je me dis qu'on pouvait prendre du plaisir en mangeant seul, par exemple. Et donc, j'avais cette peur pendant très longtemps, peut-être jusqu'à mes 30-35 ans, de finir clochard et seul, et sans famille, sans amis, sans lien. Pourquoi clochard ? Seul, en fait. Seul, ouais, seul c'est vraiment au sens pas le clochard qui est des connards et qui va avec ses copains. Non, le clochard qui est tout seul. Ouais. Et parce que quand j'étais petit, j'ai été probablement marqué par 2-3 personnes que tu vois comme ça dans la rue. C'était pas sur le sujet financier. Oui, c'était vraiment sur la solitude. Ouais. Et cette peur-là, non, maintenant, elle me. T'as dépassé l'abandon. Ouais, j'ai dépassé. Ouais. T'as dépassé la blessure de l'abandon. Exactement. Ouais. On va le dire comme ça. Ouais. C'est quoi la plus grosse difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie ? Je pense le décès de cette personne-là, qui m'a marqué, je pense, et qui n'était pas dans mon plan. Ouais. Donc, je pense que c'était une difficulté. Après, non, c'est tout. Tu avais rencontré ta femme combien de temps après ? J'ai rencontré ma femme 3 ans après. C'est un bel espoir pour les personnes qui vivent des choses difficiles. Exactement.
Et c'était une révélation, il n'y avait pas de débat. Et c'était pas un choix. Par la décision, etc., c'était pas vraiment un choix, une décision. Tous les critères subjectifs, tous les critères objectifs, toute mon intuition, etc., tout allait dans le même sens. Donc, tous les faits étaient au vert. Pas de discussion. Trop chouette. Je crois que je lui ai dit au bout d'une semaine, c'était notre première engueulade, qu'on allait se marier. Et je pense qu'elle... Tu l'as fait flipper. Elle s'est dit, c'est qui se fout. Mais bon, elle est là, ça fait combien de temps? Ça fait 15 ans, là. Ouais. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Je suis le plus fier de ma famille, je pense. Ça veut dire quoi pour toi être aligné? Aligné, c'est de se dire mes valeurs sont alignées avec mes actes. Ça, c'est un premier axe. Mes attentes sont alignées avec ce que je perçois de ce que je fais. Ce qui est une définition d'ailleurs du bonheur. Hein. Je ne sais pas si il y a un très beau livre de Mogavad qui explique ça, qui dit que le bonheur, c'est justement la différence entre ce que tes attentes et ce à quoi ce que tu te représentes de ce qu'est ta vie. Plus tu as des attentes hautes, plus tu es désaligné avec. Voilà. Donc un alignement sur ce que tu attends et ce que tu reçois. Et puis c'est d'avoir une vie qui est équilibrée et harmonieuse sur les différents pans, que ce soit donc professionnel, familial, ésotérique, philosophique. Ce qu'on appelle la cartographie de la vie qui est bien alignée. Exactement. Et c'est ce que j'essaye encore une fois de faire passer autour de moi, et à mes salariés en particulier. Ça, c'est hyper important. Enfin, je sais que souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, mais parce que je travaille avec des coachs qui font les rendez-vous individuels dans le bilan de compétences et de besoins. Et quand j'ai de nouvelles personnes, ils me disent « Mais par rapport aux heures, tu es libre, en fait. Enfin, tu écoutes tes besoins, tu fais comme c'est important pour toi. Enfin, c'est vraiment, pour moi, essentiel que les gens qui prônent quelque chose soient raccord avec ça. Mais bon. Est-ce que tu as un conseil que tu aurais aimé recevoir et que, du coup, tu voudrais partager aujourd'hui ? Ose et n'aie pas peur, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est la seule chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est ça, c'est vas-y, tente-le, t'as envie, t'as ton intuition qui te dit de faire ça, fais-le, parce que tu perds trop de temps de pas le faire. Et puis, qu'est-ce qui se passe si ça marche pas? Qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, oser. Et le meilleur conseil. Et oser au sens, si tu échoues, tu apprendras quand même. C'est fameux. Voilà. Ouais. Meilleur conseil qu'on t'ait donné. Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, pense, comme on dit dans les bronzés. C'est quoi tes prochains défis? Je pense que c'est un défi professionnel, là, de faire de Catlante la référence des croisières en catamaran en France et à l'étranger. On commence à le faire, hein, mais voilà. Et c'est assez incroyable d'être entrepreneur parce que je pense qu'à ça. Je te disais équilibre vie pro, vie perso, etc. Ok, ça c'est de mon corps physique. Mon corps physique, il est à Marseille. Mais enfin, 24/24, je pense qu'à ça. Ouais. Et ça me donne une force, une envie, une motivation hyper forte. Donc voilà, faire de Catlante cette référence de la croisière en catamaran, c'est ce qui m'anime tous les jours là. S'il y a une personne qui nous écoute qui est dans sa zone de confort inconfortable, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Pause 2 secondes, écris, va voir des gens. Moi j'ai fait un truc assez incroyable il y a 4 ans qui m'a beaucoup transformé. J'ai écrit le business plan de ma vie. Waouh. J'ai un copain qui m'avait conseillé, dans mes rencontres, j'avais rencontré un copain qui m'a dit mais on fait des business plans professionnels. C'est-à-dire que tu vois comment la boîte va être en chiffre d'affaires et EBITDA, ce que tu veux, dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans. On ne le fait jamais dans notre vie. Comment on se voit dans 5 ans, 6 ans, 7 ans? Donc, c'est quoi les KPI? Est-ce que, bon, du coup, en effet, dans un business KPI, plan... c'est familialement, amicalement, style de vie, tes parents, etc. Moi, par exemple... En fait, tu as exemple, fait un tableau de visualisation sur un tableau Excel.
si on peut Ouais, dire. c'était du Word, mais globalement, un des sujets, c'était que mon papa, à l'époque, avait 90 ans. Je me suis dit, dans 10 ans, il ne sera pas là. Là, on fait un business plan de la façon la plus on va dire... factuelle. Ambitieuse, mais raisonnable, comme un business plan, ambitieuse, mais raisonnable. Et donc, je me dis, voilà, raisonnablement, il ne sera pas là. Donc, j'ai pris cette décision-là en output, de dire, finalement, dès que je vais à Paris, parce que j'habite à Marseille, je vais le voir. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, je vais le voir. Et donc, j'ai pris cette décision. Je vais profiter. Exactement. Et donc, littéralement, j'arrivais, je passais en taxi, etc. Je m'arrêtais, le taxi m'attendait en bas, je prenais un café, je redescendais. Et ça, je l'ai fait pendant 2 ans. Et donc, de faire un business plan, donc un conseil, c'est de faire un business plan de sa vie, de se dire, de décrire en se disant comment je me vois dans ma vie. Et c'est très difficile. Moi, professionnellement, j'étais, je m'étais dit, je me vois plus. C'est déjà quelque chose. Déjà, c'est une bonne. C'est déjà ce qu'on ne veut plus faire. C'est déjà une première étape. Je me vois plus là. Donc, je savais pas où, entrepreneur, salarié, etc. Marseille, Paris, New York, je savais pas. Mais voilà. Et donc, de l'écrire, de le formaliser, et puis ensuite d'échanger avec les gens là-dessus. Ça donne un bon cadre pour réfléchir. Ouais. Bon, finalement, quand j'imaginais que dans ton business plan, il y avait des KPI, mais finalement, c'est la synthèse du bilan de compétences et de besoins à la fin du travail. Peut-être. Ouais, c'est Peut-être, de exactement. se dire qu'est-ce que je veux, où est-ce que je me vois aujourd'hui, et si je décide de rester dans mon job, pourquoi pas. Mais c'est parce que j'ai choisi. Exactement. C'est toujours ça. Ouais. Mais donc c'est un bilan de compétences, mais qui va au-delà du professionnel. Ah oui, non, mais de toute façon, pour moi, le bilan de compétences, c'est d'ailleurs pour ça que je l'appelle bilan de compétences et de besoins. C'est qu'en fait, si tu sais pas qui tu es, comment veux-tu savoir dans quel job tu vas être épanoui? Exactement. C'est la problématique des bilans de compétences traditionnels, c'est qu'on veut te mettre dans une case d'un job, mais ce qu'on disait hors micro, c'est que la majorité des boulots d'aujourd'hui n'existeront plus demain, et il y en a tellement qui vont être créés entre-temps. Donc l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui te fait vibrer pour pouvoir après surfer au milieu de tout ça. Exactement, c'est clair. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous? Nexus de Yuval Harari. Je pense que c'est un livre juste incroyable sur le monde de demain, enfin le monde d'aujourd'hui en fait. Je pense de manière générale, cet auteur-là arrive à bien expliquer les phénomènes sociétaux. Et là, c'est un voyage. Il nous explique ce qui va se passer dans les prochaines années de manière certaine. Ouais. Trop chouette. Merci beaucoup, Hervé. Merci, Charlotte. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? À mon épouse, vraiment, parce que déjà, je lui dis pas assez. C'est probablement un sujet de pudeur. Et à toute ma famille, à tous mes amis et à tous ceux qui m'ont encouragé à écouter ma petite voix et à changer de voix. Trop chouette. Merci beaucoup, Hervé. Merci, Charlotte. Et puis pour toutes les personnes qui ont envie de voyager, de vivre une expérience, on retrouve toutes les informations sur catlante.com. Super. Merci beaucoup. Merci, Charlotte. Merci beaucoup. J'espère de tout cœur que cet épisode t'aura plu. Rendez-vous sur le site pourquoipasmoi.co pour avoir tous les liens mentionnés. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Tu as tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésite pas à en parler autour de toi. Je te donne rendez-vous vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode. Comment éviter le burn-out si tu ne le comprends pas? Comment rebondir d'un burn-out si tu ne le comprends pas? Comment aider une personne en difficulté si tu ne comprends pas ce qui lui arrive? C'est la raison pour laquelle j'ai créé un programme avec un mini prix, seulement 29 € pour comprendre le burn-out, ce mal invisible. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co.